Secure, épisode technique. Je suis combien d'Alexandre. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas Loïc, écoute très bien, merci de me réinviter. Je pense que la dernière fois on avait parlé de Bloodhound. Oui. Et aujourd'hui on va parler de la fameuse vulnérabilité, Blast Radius. Oui, qui fait beaucoup de bruit. Pour pas grand chose j'ai l'impression, mais on va pouvoir en discuter un petit peu. Donc on en a entendu parler début du mois, 9 juillet, je pense que la CVE sous le nom de CVE 2024-3596 est sortie, qui concerne le protocole Radius, qui est vulnérable finalement à une attaque. J'aime pas utiliser le terme vulnérabilité dans le sens où c'est vraiment finalement une attaque par collision MD5 qu'on va décrire un petit peu par la suite, qui impacte le protocole Radius. Oui, parce que pour des raisons obscures, il y a encore des traces de MD5, mais en même temps, tout le NTLM est encore basé là-dessus. Fait on peut en rire d'un côté, mais on peut pleurer aussi que toute la base NTLM s'appuie encore énormément sur ces éléments-là, même s'il y a eu des légères améliorations. Mais normalement aussi, Radius supporte dans des versions plus récentes des choses meilleures que MD5, comme hash de transfert des informations. Donc, de voir ça, mais on va voir un peu plus loin les éléments. Fait que je vais te laisser présenter la vulnérabilité elle-même. Bien sûr. Donc, petit rappel quand même, donc pour Radius, qui est un protocole qu'on appelle AAA. Donc, on va gérer avec ce type de protocole l'authentification, l'autorisation et la traçabilité en fait des usagers qui se connectent. On a également dans la même veine les protocoles type Diameter, qui est normalement le successeur de Radius, et Tacax, qui fait également ce type de fonctionnalité. Donc à l'origine, l'origine de Radius remonte à très longtemps, puisqu'il me semble qu'il a été développé en 91, donc il a 30 ans. On va pas lui en vouloir d'utiliser encore du MD5 pour l'intégrité des paquets, mais bon. Le protocole permet en fait d'authentifier de manière centralisée des utilisateurs. On le retrouve beaucoup à l'intérieur des entreprises, c'est-à-dire que avec Radius, on va pouvoir par exemple faire de l'authentification réseau. Vous allez brancher un laptop à une prise, soit votre ordinateur va se connecter avec un certificat, soit vous allez avoir tout simplement un prompt avec un user mot de passe à rentrer pour s'authentifier sur le réseau. Et derrière, le protocole qui gère ça, c'est Radius ou Tacax. Donc là, dans le cas actuel, on va parler de Radius. Donc on a deux aspects à Radius. Donc c'est un protocole client-serveur. Donc par exemple, quand vous allez vous connecter à un commutateur à l'intérieur de l'entreprise, le client, en fait, c'est le commutateur qui va aller discuter avec un serveur centralisé qui contient une base de mots de passe, par exemple, et qui va permettre de valider les identifiants de l'utilisateur qui cherche à se connecter. Alors, vous en connaissez certainement, type Microsoft Windows NPS. Alors, j'ai oublié je pense que c'est Network Policy Server, qui est un rôle Windows qui permet justement de faire fonctionner le serveur en tant que serveur Radius. Et il y a également d'autres solutions type FreeRadius, qui est probablement l'une des plus connues en tant qu'option libre. Et pour en citer un troisième, je vais dire Cisco ICE, qui est un outil qui permet également de faire de l'authentification réseau. On appelle ça le 802.1x pour si ça te parle là un petit peu. Oui, ben ça, c'est tout l'univers qui a été à une certaine époque nommé le NAC, le Network Access Control, qui était une approche de limitation de branchement au réseau, soit filaire, soit sans fil. Puis d'ailleurs, le 802.1x était plus populaire sur le sans fil que sur le fil, mais les deux sont possibles sur ce genre de choses-là. Et c'est une des stratégies d'authentification. Mais aussi, puis tu l'as pas mentionné de façon, en tout cas, à mon sens, très clair, les VPN utilisent ça, les solutions de branchement réseau, c'est-à-dire que si on veut administrer un équipement réseau, un routeur, une switch ou peu importe, qui a besoin d'une authentification centralisée, normée, tout ça, ben ça va être un Radius ou un Tacax qui va être en arrière pour offrir cette centralisation des authentifications. Mais il y a le AAA aussi, fait qu'il y a l'audit puis l'autorisation qui est associée aussi à ce genre de principe-là, qui est largement véhiculé dans le monde réseau, très peu ailleurs que ce monde-là, d'ailleurs. Mais du côté sécurité, comme je disais tout à l'heure, Radius est quand même vieux. C'est un protocole qui fonctionne sur UDP et qui est totalement en clair. On n'a pas de chiffrement avec la version, je vais dire, originelle de Radius.
Et c'est un protocole très très simple en termes de communication. Lorsque un commutateur va vouloir valider l'identité, je prends l'exemple du commutateur ici, mais ça peut être un access point, etc. Va vouloir valider l'identité d'un usager et ses identifiants. Il va simplement envoyer un message qui s'appelle access request, pour utiliser le bon terme, et le serveur va valider ces informations et répondre au client access reject ou access accept. Donc, il y a d'autres types de paquets. On va pas rentrer dans les détails puisque c'est pas vraiment le but ici, mais c'est vraiment un protocole très, très simple. Donc, c'est sûr que, on parle ici de la vulnérabilité Blast Radius. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Blast Radius? Donc, ça permet, en fait, à un utilisateur malicieux de se connecter sans connaître le mot de passe d'un compte. Donc, on va vouloir se connecter en tant qu'administrateur sur le réseau, par exemple. Ici, on va pas avoir besoin de mot de passe. Donc, la chaîne d'attaque est un petit peu compliquée, un petit peu velue, si je puis dire, puisqu'ici, il y a plusieurs prérequis qui permettent, qui sont nécessaires en fait pour pouvoir exploiter la vulnérabilité. Déjà, il faut une ferme de calcul, et je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin. Il va falloir également faire une attaque de man in the middle et être en mesure d'intercepter le trafic de manière active. C'est-à-dire qu'on peut pas juste faire de l'écoute, puisque là, le man in the middle, va se passer entre le client Radius et le serveur Radius. Donc, il va falloir déjà pouvoir se placer entre ces deux machines et pouvoir intercepter de manière active. Donc, qu'est-ce que je veux dire par manière active? C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir bloquer des paquets. On peut pas juste écouter le réseau, il va falloir vraiment être en mesure de bloquer des paquets et de forger des paquets entre ces deux systèmes. Donc comment ça marche à haut niveau? Je vais essayer de simplifier ça au maximum. Donc l'attaquant va vouloir se connecter au réseau, donc il va rentrer un nom d'utilisateur, un mot de passe qui n'existe pas, c'est pas important. Et là, notre attaquant va avoir besoin en fait d'intercepter les paquets entre le client et le serveur Radius. Donc là, il va intercepter ce fameux paquet access request, donc qui contient en fait l'usager et le mot de passe. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer une collision donc entre deux types de paquets qui sont les access reject. Donc là, le Radius serveur va dire non, tu peux pas accéder au réseau. Et le access accept qui dit OK, les credentials sont corrects, tu vas pouvoir te connecter au réseau. Donc là, il va créer deux paquets qui vont être accept et reject, mais qui disposent du même condensat MD5. Donc là, l'attaque se passe vraiment en fait sur la collision MD5 de deux paquets, parce qu'à l'intérieur en fait d'un paquet Radius, on a ce qu'on appelle un request authenticator dans la demande, qui est une valeur aléatoire de 16 octets, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Et le serveur, quand il va répondre, lui, il va tout simplement donner un response authenticator qui est une valeur MD5. Donc la valeur MD5 est tout simplement le paquet et le secret partagé entre le client et le serveur Radius. Parce que ça, je l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais en fait, l'authentification entre un client et un serveur Radius se fait avec un simple secret partagé que l'attaquant ne connaît pas, théoriquement. Donc là, ce que fait l'attaquant, c'est que dans son man in the middle, c'est lui qui va créer une collision MD5 entre un paquet de rejet et un paquet d'autorisation, et qui va en fait envoyer un paquet d'autorisation au client en disant « Ouais, oui, c'est correct. Le serveur a accepté l'authentification. » Et le client va dire « Ok, l'attaquant, tu peux te connecter au réseau parce que le serveur, il a trouvé ton password, c'est correct, tout est beau. » Donc c'est un petit peu, comme je le disais, un petit peu velu. Mais si ça intéresse du monde, d'ailleurs, le papier, le white paper qui a été fourni par les gens qui ont conduit la recherche est vraiment intéressant. Parce que la révolution dans cette attaque, c'est la manière, la vitesse à laquelle en fait on va être capable de calculer les sommes MD5. Donc à l'époque, ça prenait plusieurs semaines, plusieurs jours pour créer une collision MD5. Puis pour rappel, une collision, c'est-à-dire qu'on a deux valeurs différentes qui vont générer le même condensat MD5, donc le même hash, ce qui
ne devrait pas être possible dans un algorithme de hachage correct. Donc là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de descendre la création d'une collision de quelques heures de calcul avec une ferme correcte à quelques minutes. Donc là, vu qu'on est sur un protocole réseau, on a également des timeouts qui jouent. Parce que Radius, on peut régler les timeouts entre, je pense, 5 secondes et 5 minutes, dépendamment du serveur qu'on va utiliser. Donc là, automatiquement, il va falloir répondre au client à l'intérieur justement de cette durée. Donc en dedans des 5 minutes, mais généralement les valeurs de timeout sont entre 30 et 60 secondes. Donc même aujourd'hui, ceux qui ont découvert finalement la vulnérabilité Blast Radius n'ont pas réussi à rentrer dans ces délais, donc en dessous du 60 secondes. Ici, on a vraiment une complexité parce qu'ils n'avaient pas apparemment une bonne ferme de calcul assez puissante pour pouvoir justement générer ça en dedans des 60 secondes. Mais ils ont réussi apparemment en 3 à 5 minutes en moyenne de générer une collision entre des paquets d'acceptation et de rejet. C'est pour ça que la vulnérabilité est un petit peu particulière, c'est-à-dire que même aujourd'hui, eux ont dû un petit peu customiser, je pense, le serveur Radius pour qu'il supporte des délais un petit peu plus longs avant de dire je ne réponds plus parce que c'est timeout, faut relancer une nouvelle demande d'authentification. Mais écoute, ils ont quand même effectué une preuve de concept et ils ont grandement aussi amélioré l'outil qui a été utilisé, Hashclash, ça s'appelle, pour pouvoir optimiser la création de collisions sur MD5, hein, je précise. Ce que tu mentionnes justement, c'est très lourd, très velu, comme tu dis. Oui. Parce qu'il faut absolument, se placer entre le client et le serveur en temps normal. Là, je parle en temps normal, c'est pas accessible sur Internet. Donc, genre, déjà, si on est capable d'avoir accès manuel, puis je trouve ça intéressant parce qu'il faut que tu bloques la réponse légitime du serveur puis t'en envoies une fausse. C'est sûr qu'en UDP, c'est plus facile, mais il faut quand même bloquer la réponse du serveur pour pas qu'il réponde reject puis tout se répondre par-dessus. Fait que déjà là, c'est très, très complexe à mettre en œuvre. Puis les éléments, ensuite, la ferme MD5. Pour un acteur étatique, ça doit pas être très compliqué d'avoir une ferme beaucoup plus puissante qui est mentionnée là. Mais pour le commun des attaquants, ça commence à chiffrer vite de calculer du MD5 pour arriver à des setups comme celui-là sur des attaques qui, généralement, ne donnent pas accès tant que ça à de l'information, mais encore tout dépendant des scénarios d'attaque dans lequel on se trouve, là. En effet, c'est sûr que créer une collision en dedans de 60 secondes, ça va demander un petit peu de puissance de calcul. Ils estiment qu'avec une ferme, en effet, digne de ce nom, une ferme de calcul digne de ce nom, ils seraient en capacité de le faire en dedans des 60 secondes. Mais on a quand même énormément de prérequis pour mener l'attaque. C'est-à-dire se placer entre le client et le serveur Radius. Alors, j'assume qu'il y a éventuellement des serveurs Radius présents sur Internet, ce qui permettrait de faire ce genre d'interception, mais c'est souvent des systèmes qu'on retrouve à l'intérieur des entreprises justement pour gérer l'accès au réseau. Et j'estime que si quelqu'un a réussi à faire un man in the middle entre ton client Radius et ton serveur Radius, t'as d'autres problèmes à gérer avant ça. Mais bon, c'est mon avis personnel. Ouais, si on est capable de se mettre un man in the middle, c'est-à-dire on a déjà des accès qui sont quand même très substantiels dans le réseau et qui, donc, on peut écouter l'essentiel des communications qui sont déjà sur le réseau. Donc, à ce moment-là, c'est une drôle de situation de s'attarder à attaquer le radius quand on a déjà une capacité d'écoute qui est très puissante et très vaste sur le réseau. Et peut-être pour terminer sur un petit aspect technique, sur la création justement de cette collision, faut savoir que vu que l'attaquant ne connaît pas le secret partagé, il va mener une attaque. Donc, parce qu'il y a plusieurs types de collisions, en fait, d'attaques par collision sur les fonctions de hachage cryptographique. On va avoir l'attaque de collision classique. Donc, on va prendre deux fichiers différents, mais qui génèrent
finalement le même résultat MD5. Et on va également avoir l'attaque qu'on appelle par collision avec préfixe choisi. Parce que là, l'attaquant, en fait, lui, il connaît déjà le préfixe qui est finalement le contenu du paquet, qui va être haché par la suite. Donc là, l'idée, c'était avec deux préfixes différents pour l'attaquant. Donc, quand je parle de préfixe ici, ça va être un paquet reject et un paquet accept. C'est de trouver deux suffixes qu'on va concaténer finalement avec le paquet et qui vont permettre de générer le même hash. Donc là, le suffixe, dans le cadre de Blast Radius, c'est finalement une donnée à l'intérieur du paquet qui s'appelle le proxy state. C'est un attribut qui fait partie du protocole Radius et qui doit toujours être inclus dans les paquets. Donc là, on peut mettre un petit peu n'importe quoi dedans. Donc c'est ce que les chercheurs ont fait là-dessus. En fait, ils ont mis des valeurs un petit peu aléatoires pour pouvoir justement générer cette collision dans les deux paquets. Et ce proxy state, donc, il y a quand même une valeur, il a quand même une longueur définie. Alors, j'ai pas la longueur en tête. Donc, ça a été un petit peu complexe, je pense, pour eux de trouver une méthode permettant d'utiliser cette valeur pour pouvoir justement créer une collision. Mais c'est assez smart, je dirais, puisque j'ai lu le papier de recherche quand même. À noter que ils ont testé l'attaque sur pas mal de choses. Ils ont testé l'attaque sur le serveur Radius Cisco ASA, donc les pare-feux, les vieux pare-feux Cisco, parce que je pense que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Ils ont testé également sur les modules Linux PAM, sur Octa également qui implémente un serveur Radius et FreeRadius, donc qui est la version libre du serveur. Donc sur ces 4 systèmes différents, ils ont réussi justement à exploiter en tout cas la vulnérabilité qu'ils ont découverte. À mon sens, ça impacte plus MD5 que Radius. Donc est-ce que c'est vraiment une vulnérabilité de Radius? Je te dirais qu'il doit y avoir encore des dizaines de protocoles qui utilisent MD5 depuis des dizaines d'années. Mais dans ce cas-là, bon, c'est Radius. Mais je pense que ça reste quand même une attaque par collision, hein, et qu'on arrive à faire très très vite. Ouais, ben c'est ça. Puis comme je mentionnais en préambule, NTLM utilise encore MD5 à ce jour. Donc, on est encore dans des contextes qui demeurent vulnérables. Heureusement, depuis, Microsoft a mis Syskey par-dessus la SAM pour empêcher l'extraction immédiate du MD5. Mais à l'époque, c'était juste ça qu'on copiait la SAM puis c'était fini, là. Mais bref, oui, MD5 est encore très présent. Là, Radius, c'est comme tu mentionnes, c'est pas nécessairement Radius le problème, mais c'est la persistance d'usage de MD5 dans Radius qui est plus le problème. De ce que j'ai lu, il y a certaines implémentations plus modernes de Radius qui permettent justement de ne pas utiliser MD5 ou mettre du TLS par-dessus, justement pour limiter l'exposition et le man in the middle dans ce contexte-ci. Tu t'abordes un excellent point, hein, puisque il n'y a pas de patch, donc ça sert à rien de chercher un patch puisque c'est l'implémentation originelle de Radius qui est comme ça. Donc il n'y a rien à patcher. C'est simplement la manière de configurer le service Radius qui va être importante. Alors je sais que Microsoft a sorti récemment j'allais dire un correctif, mais c'est un guide sur comment implémenter correctement le fameux service NPS qui est sur les Windows Server. Donc, ils expliquent comment faire en sorte de sécuriser son implémentation de Radius. Il est à noter, comme tu disais, qu'il y a une version TLS de Radius qui s'appelle RadSec, me semble-t-il. Donc, c'est tout simplement Radius over TLS, hein, pour faire très, très simple. Malheureusement, je pense qu'il y a des clients qui supportent pas ce type de configuration, donc ou l'implémentation sécurisée de Radius. Donc après, dépendamment du réseau dans lequel vous êtes, ça peut être difficile d'implémenter la version sécurisée de Radius. Peut-être faire passer tout simplement tout ce trafic sur un VLAN séparé, ce qui devrait être déjà fait si vous avez un réseau digne de ce nom. Mais il y a plein le meilleur fixe pour cette vulnérabilité, c'est littéralement l'usage de la version sécurisée de Radius, donc RadSec. Je viens de confirmer, c'est bien ça. Ce qui est intéressant aussi sur le site, c'est qu'ils
débunk un petit peu les mythes sur donc c'est blastradius.fail, le site sur lequel ils ont release justement cette vulnérabilité, et ils débunkent un petit peu tout ce qui est pseudo-correctif, donc par exemple l'usage d'un autre protocole comme TACAX Plus ou Diameter, la réduction des timeouts, puisque ici c'est basé sur la vitesse, donc on pourrait toujours se dire je vais mettre un timeout à 5 secondes, c'est littéralement impossible de pouvoir casser MD5 ou presque impossible de casser MD5 en si peu de temps. Ça fonctionnera pas. Et pour une simple et bonne raison d'ailleurs, c'est que si vous utilisez du MFA sur le réseau, le MFA il va time out en 5 secondes, le temps de sortir le téléphone. Non, il y a plus rien qui va fonctionner. Donc faut penser à ça aussi, les petits side effects de dire je raccroche immédiatement si tu m'as pas répondu en dedans de 5 secondes. Donc ça va être problématique. Et l'usage aussi du MFA, tout simplement l'usage du MFA sur Radius, avec Radius, ça ne fixe rien, puisque là en fait il faut bien comprendre qu'on forge un paquet d'acceptation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir pas de code MFA, pas de password correct, c'est pas important tout ça. C'est vraiment, on va juste dire au client Radius, écoute, il s'est authentifié, donc tu peux l'autoriser sur le réseau. Donc MFA, pas de MFA, ça change rien du tout. Et il y avait une dernière idée aussi qui était intéressante, puisque ici, il faut savoir que la collision se fait en jouant avec le fameux attribut proxy states de Radius. Il y a des personnes qui se sont dit, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer les paquets Radius et je vais rejeter tous les paquets qui contiennent le proxy states, parce que c'est pas un attribut dont on a généralement besoin, je vous dirais. Mais ça sert à rien, parce qu'il y a d'autres attributs Radius, il y en a des quantités, notamment ce qu'on appelle les vendors spécifiques. Donc c'est tout simplement des implémentations personnalisées de Radius. Alors Cisco est un professionnel de l'implémentation de choses, mais à leur source. Pour avoir travaillé beaucoup avec Cisco Ice, je peux vous dire que c'est compliqué, et quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas là. Mais beaucoup de défis avec Cisco, justement, parce que il y a tellement de paramètres qui sont passés à travers ça, mais bref, c'est pas l'objectif de la discussion là. Mais... Non, mais donc ça sert à rien non plus de filtrer le proxy states. Il serait toujours possible d'implémenter cette vulnérabilité avec un autre attribut qui pourrait être justement utilisé pour créer cette fameuse collision. Ouais, parce que c'est pour résumer, c'est essentiellement l'impersonnification du paquet de retour, donc d'acceptation, dans ce cas-ci, qu'on simule l'acceptation. Donc, on bloque, c'est ça, en plus, on bloque le serveur, on génère, puis on utilise un champ, là, puis justement, comme tu mentionnes, proxy state, ça en est un, mais il y en a d'autres qu'on utilise qui servent justement à padder le message pour réussir à faire que le MD5 qui est généré soit cohérent, soit correct et accepté par le client demandeur, l'équipement réseau qui demande la requête d'authentification. Absolument. Donc oui, l'attaque est un peu compliquée. Puis je pense que peut-être pour faire un point, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question, c'était un petit peu trompeur, parce que quand j'ai vu moi la vulnérabilité, je me suis dit waouh, on a un remote code execution dans le protocole Radius qui permettrait justement d'accéder au réseau. Pas du tout. Et c'est pas vraiment le protocole Radius qui est à blâmer ici. C'est encore notre ami MD5 sur lequel on a trouvé une méthode plus rapide de générer des collisions. En tout cas, dans le cadre de Radius. Mais sinon, le protocole Radius n'est pas vraiment impacté, je veux dire, par ça. Il est juste vieux, il utilise des vieux algorithmes. Là, l'astuce réside vraiment dans le fait d'être capable de calculer rapidement une collision. Mais l'implémentation de l'attaque me semble peu réaliste, encore que, comme tu le disais, dans certains cadres, puis si on a les ressources d'un gouvernement, ça peut être facilement faisable. Je pense que les gouvernements ont des solutions plus rapides que de s'amuser à créer des collisions. Ils ont déjà probablement une backdoor sur votre serveur ou quoi que ce soit. Ouais, ben c'est ça, quand on fait des scénarios de kill chain pour ces affaires-là, ben là, généralement, même les acteurs étatiques vont prendre des chemins beaucoup plus simples et moins coûteux. Ils sont paresseux comme tout le monde, ils optimisent leurs ressources. Donc, on n'est pas dans un contexte où on va faire ce genre de choses-là.
On va conclure là-dessus. C'est super intéressant. Ça vient démystifier un peu justement ces éléments-là. Ça vient réduire un peu l'énervement des gens parce que j'ai vu beaucoup de messages énervés, notamment sur Mastodon qui disaient que c'était la fin du monde puis que c'était faut se calmer. Là, on a eu une autre fin du monde au moment où on enregistre. On a eu Crowdstrike qui était une autre fin du monde. Fait qu'on a... Oui, c'est vrai. Fait qu'on a plein de fins du monde qui sont consécutives et qui finalement sont pas tant la fin du monde que ça parce que l'univers est plus complexe que ça. Écoute, c'est un bon mot de la fin, et puis comme quoi ça nous rappelle qu'il faut toujours utiliser des protocoles chiffrés. Donc bon. Utiliser Radius sans chiffrement aujourd'hui, c'est comme continuer à utiliser Telnet pour administrer ses serveurs. C'est jamais vraiment une bonne idée. Absolument. C'est bien.